Nous allons embrayer donc sur les 7e trophées du développement durable, ID Alsace. Je vous souhaite la bienvenue, même si on ne bouge pas beaucoup. Merci de rester parmi nous. Donc, cette heure qui vient va nous amener en fait à s'apercevoir de la richesse en fait du réseau ID Alsace. Nous allons découvrir un certain nombre de... Installez-vous, allez-y. Nous allons découvrir un certain nombre d'initiatives. Nous allons également récompenser un certain nombre d'initiatives. Je m'appelle Florian Frank Neumann, je serai votre serviteur durant cette heure. Peut-être quelques mots d'ailleurs de présentation à mon sujet. Je suis de profil scientifique. J'ai travaillé 10 ans dans le domaine de la recherche privée en biologie moléculaire. Il y a 5 ans, j'ai eu la chance de plonger dans le développement durable par le biais d'une année de reprise d'études. Alors la formation, c'est une formation d'éco-conseiller que nombre d'entre vous connaissent. Suite à ça, et depuis 3 ans, j'ai la chance toujours de travailler dans le monde du développement durable à mon compte, plus dans le domaine public en réalité, avec les collectivités locales. Et ça, c'est peut-être plus pour l'anecdote. En réalité, je suis aussi responsable de développement durable d'une association sportive. Donc là, on parle de bénévolat, bien sûr, puisque même dans le domaine du sport, on peut trouver du développement durable. Qu'est-ce que je peux ajouter à ce sujet-ci? Vous dire effectivement que ce profil me confère une certaine connaissance du domaine du développement durable et par ailleurs un regard un peu distancié par rapport aux thématiques que nous allons voir, puisque je suis plus habitué au développement durable dans le domaine public que dans le monde des entreprises. Voilà, les présentations étant faites, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Donc pour ce faire, je vais accueillir Frédéric Fritsch et Christine Lollier-Brassac, qui sont respectivement président et directrice d'ID Alsace. Bonjour et bienvenue. Le micro... Je crois pas qu'il marche. Ah. Si, il marche. On entend bien? Ouais. Bienvenue. Alors, peut-être qu'il n'est pas inutile, même si j'imagine qu'ici tout le monde connaît ID Alsace, il n'est peut-être pas inutile de rappeler en quelques mots qui vous êtes en quelque sorte. Alors vraiment, en quelques mots, pour passer rapidement à la partie trophée, ID Alsace est une association d'entreprises qui regroupe aujourd'hui 120 entreprises à peu près sur le territoire alsacien pour les accompagner dans leur démarche de développement durable et pour susciter cette démarche aussi parmi nos membres. D'accord, très bien. Est-ce que vous pourriez éventuellement aussi nous préciser un petit peu des spécificités, vraiment ce qui est propre à la signature d'ID Alsace? Alors l'association a presque 10 ans, donc depuis 2004 nous œuvrons dans le développement durable, ce qui est déjà une spécificité. Et puis on a les points sur lesquels on s'appuie sont d'abord l'innovation, c'est-à-dire chaque année on essaie d'apporter à nos adhérents et avec eux des nouveautés, de nouvelles thématiques, et je pense que le mieux c'est de laisser de voir tout à l'heure dans les films et les entreprises dont on parlera vous montrer des exemples précis d'innovation dans le domaine du développement durable. Ensuite, on essaie beaucoup chez nous, donc l'expérimentation entre les petites et les grandes entreprises. On a des très petites, on a des très grosses entreprises, notamment les partenaires de la journée aujourd'hui qui sont pour un certain nombre d'entre eux des membres d'ID Alsace. Alors, cette expérimentation, ça peut aller de l'écologie industrielle pour les très grosses entreprises, avec un gros projet en cours actuellement que nous accompagnons, nous ne sommes pas à l'initiative, mais que nous accompagnons sur le port à Strasbourg, sur le port autonome. Et puis, dans des toutes petites entreprises, de l'innovation dans le domaine de la gouvernance, par exemple, parce que les chefs d'entreprise sont parfois un peu seuls dans ces petites entités. Voilà, donc l'expérimentation, pour ensuite partager avec les autres membres de l'association, c'est aussi un point important. Puis enfin, je pense qu'on commence à savoir maintenant mettre en réseau les gens qui travaillent dans le développement durable en Alsace. Alors bien sûr, notre partenaire historique, c'est la région Alsace, qui a suscité la création de l'association il y a une dizaine d'années. Et je salue d'ailleurs Monique Young qui vient d'arriver et qui nous rejoint pour ces trophées. Merci d'être là. Mais aussi des partenariats qu'on ajoute tous les ans pour mettre
pour essayer de faire efficace. Alors, parmi les derniers, il y a l'ARIA, donc l'association régionale des industries agroalimentaires. Il y a la CCI et d'autres comme ça avec lesquels on essaye de mettre en résonance nos savoir-faire pour être plus efficace. Merci beaucoup. Alors, on va donner encore un petit peu de corps à tout ça en vous questionnant, Christine. Effectivement, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu des exemples d'actions concrètes réalisées avec les entreprises du réseau au cours de l'année ? Oui. Je vais rebondir dans la ligne droite de ce que disait Frédéric Fritsch. Un exemple concret, on a organisé un atelier participatif avec l'ensemble de nos membres en début d'année avec Michel Mutsenhutter, le dirigeant de Suezocom, sur la thématique du leadership libérateur. Voilà, pour que nos adhérents se saisissent de cette question. Vous en avez vu tous les bénéfices. C'est aussi pour ça que l'étape d'après, ça a été de vous faire partager et de faire intervenir Isaac Getz. L'étape d'après, ce sera de continuer à accompagner nos membres et pourquoi pas d'autres. Donc voilà, avis aux amateurs. Autre exemple concret, on a démarré cette année le 7e groupe d'entreprises qu'on accompagne sur la question de l'efficacité énergétique. C'est un sujet qu'on traite depuis 2007 maintenant, donc ce qui nous permet de capitaliser une solide base de compétences. Et ça nous a conduit, par exemple, à nous rapprocher de l'ADEME pour co-construire, imaginer avec eux un dispositif pour les entreprises qui ont déjà réalisé cette approche et leur permettre d'aller encore plus loin sur cette question de la dépendance aux énergies fossiles. Voilà. Et puis, dernier exemple pour creuser ce que disait Frédéric Fritsch, on a démarré là depuis quelques temps sur le territoire du port avec un groupe de 16 entreprises industrielles qu'on accompagne dans une étude de leur flux pour pouvoir éventuellement mutualiser des flux de matière, d'énergie, etc. dans une logique d'écologie industrielle. Alors, on voulait du concret, on est servi là. Alors, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on vous retrouvera certainement en fin de cérémonie. On va avancer et rentrer dans les choses très très concrètes, c'est-à-dire qu'on va visionner en quelques minutes les profils des 13 entreprises candidates à ces trophées. Je vous laisse prendre connaissance de ces images. Partager avec ses clients un dispositif permettant de piloter toutes les consommations énergétiques pour en améliorer l'efficience. On est capable d'afficher la consommation énergétique par usage. Utiliser un audit des actifs immatériels comme source d'innovation sociale. Poussant la réflexion, on a rapidement constaté que finalement c'est le déficit d'organisation qui pesait sur effectivement la motivation des salariés. Innover pour améliorer la sécurité de ses clients en créant de l'emploi et du développement local. Donc ce pied de lit, au départ, on l'a développé autour de la thématique des seniors, et notamment pour prévenir la chute en milieu sombre, qui est le premier facteur accidentogène chez les personnes âgées. Aider ses salariés à réaliser des micro-rêves leur permettant de s'épanouir tout en renforçant la cohésion d'équipe. On s'est dit que finalement le micro-rêve est une matière intéressante pour déjà mieux connaître l'autre, parce que les micro-rêves, ça se partage, et avoir une vision qui tire vers le haut. Utiliser des matières premières naturelles pour élaborer ses propres peintures en s'inspirant des savoir-faire traditionnels. L'idée, c'est d'utiliser des produits qui poussent et qui se régénèrent d'eux-mêmes, donc justement des racines ou des plantes et des déchets de carrière. Développer l'économie et l'emploi en Alsace en créant une marque, en achetant local, en favorisant les circuits courts. Certains clients sont très réceptifs, d'autres un petit peu moins. Ceux qui ont la fibre écologique ou environnementale, mais aussi économique. Proposer des produits cosmétiques bio à prix abordable avec un modèle économique fondé sur l'éthique et la transparence. On peut, en avançant et quel que soit son métier, gérer sa vie de façon à être profitable, non pas que pour soi, mais aussi pour les autres. Développer un audit de performance sociale pour concilier bien-être des salariés et efficacité économique. Il s'agit de prouver à l'employeur l'intérêt qu'il y a à agir. Pas seulement l'intérêt social ou humain, mais aussi l'intérêt financier, économique à agir. Le gain financier potentiel qu'il a à agir.
Passer du stade de la recherche à celui de la réalisation en ouvrant la voie à de nouveaux développements industriels. On est en plein dans la transposition réelle de la biologie sur des mécanismes mécaniques. Changer de modèle économique pour inventer la transition énergétique à l'échelle locale. La question est devenue non plus comment rentabiliser l'énergie fossile et augmenter nos ventes, cette problématique est terminée. Ça a été de se dire quel est, nous, acteurs locaux de l'énergie, notre contribution à la transition énergétique. Repenser totalement le fonctionnement de l'entreprise vers un modèle durable. Aujourd'hui, ce qu'on récolte, c'est qu'on a du travail. Ça, c'est déjà la première satisfaction. On a du travail et on a du bon travail, on a des bons chantiers. Créer une solution innovante pour collecter les biodéchets. Il a fallu imaginer un matériel, des moyens simples, économiques et propres surtout pour pouvoir collecter ce type de déchets. Mettre en place un plan de déplacement entreprise d'envergure avec covoiturage, près de voitures électriques et de vélos. En tant que fournisseur d'énergie, on donne beaucoup de conseils à nos clients, ce qu'on appelle des éco-réflexes tout au long de l'année. Et donc l'idée, c'est d'être soi-même exemplaire en la matière et de ne pas forcément se contenter de donner des conseils aux autres, mais de les appliquer avant tout soi-même. Voici donc les films de présentation des 13 candidats. Alors, une petite parenthèse, j'en profite, j'ai un instant pour moi. Je vous présente Jean-Paul Yébi, qui est caché ici, dit Jean-Paul, qui est illustrateur de propos et caricaturiste, et qui va nous... Oui, Jean-Paul, hein, c'est bien ça. Qui va nous... On est en Alsace, tout à fait. Qui va illustrer un petit peu et égayer, si tant est qu'il y ait besoin d'égayer, ces trophées. Voilà. Alors, pour revenir au cours et au déroulement de nos trophées, vous avez vu de nombreuses initiatives. Vous imaginez la difficulté qu'il peut y avoir à départager ces initiatives. Donc, en fait, on va faire un petit point avec les membres du jury qui vont vous expliquer un peu plus en détail comment est-ce qu'ils s'y prennent, justement. Donc, j'appelle à mes côtés Régis Bello, qui est une figure de l'économie locale, ancien dirigeant... Venez à moi. Ancien dirigeant de l'entreprise de Dietrich, également élu auprès de la CCI, auprès du MEDEF, et aujourd'hui présent en qualité de président de la Fondation Université de Strasbourg. Très bien, bonjour. Bonjour à vous. Et donc j'appelle un deuxième membre de ce jury, qui est monsieur Pierre Roth, bienvenue, qui est donc le délégué régional de la CRES, et la CRES, tout le monde sait ce qu'est la CRES, c'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, ici en Alsace. Donc messieurs, vous êtes tous les deux membres de ce jury, haute responsabilité. Donc en fait, j'aurais tendance à vous interroger comment, devant un tel polymorphisme, parce qu'il y a vraiment une diversité très importante de profils, comment fait-on pour juger et pour retenir en toute objectivité les meilleurs profils, les meilleurs candidats? Dites-moi, monsieur Bello. D'abord, on demande aux candidats de tous se présenter selon un canevas bien précis, donc dans lequel on peut apprécier différents critères de la même façon pour chacune des entreprises. Ensuite, on reçoit les dossiers très à l'avance, donc ça nous permet de faire un petit homework sérieux, parce qu'il y en a quand même pas mal et ils sont nombreux. Enfin, on a une journée entière de réunions, délibérations, où les entreprises candidates viennent nous présenter sommairement leurs projets et où on peut les questionner sur les questions qui nous restent. Par ailleurs, on est des gens sérieux, donc on essaye de faire notre travail sérieusement. Voilà, mais c'est vrai que c'est toujours difficile parce que chaque année, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'initiatives et puis il n'y a que quelques élus et c'est toujours un petit peu un pince-cœur d'en laisser certaines de côté. Voilà. Alors, vous découvrez en même temps les noms et les qualités des membres du jury. Oui. Donc, on a bien compris une démarche structurée. Par ailleurs, des personnalités qui viennent d'univers assez différents, ce qui permet d'avoir des regards croisés sur les thématiques. Alors, tout cela est très cadré. Monsieur Roth, est-ce que par ailleurs, ça laisse quand même la place au coup de cœur? Parce qu'on est dans un domaine où on fonctionne aussi quand même par coup de cœur, il faut le dire.
Ah bah évidemment, la place au coup de cœur, elle vient du fait qu'on reçoit les différents candidats et qu'on prend le temps qu'il faut pour trouver les différences entre ce qui est marqué dans le dossier et le dynamisme des personnes, parce qu'il y a toujours un écart entre ce qu'on peut dire et ce qu'on écrit, donc la rencontre est importante et ça nous permet de voir l'implication, l'engagement, les décisions qui sont prises et tout ce que ça présuppose de la part du dirigeant d'entreprise de vouloir se lancer dans une transformation et dans une évolution de son entreprise sur le développement durable. Et cette dynamique-là, elle est fondamentale. Et donc cette année, sans révéler le classement, de bonnes surprises comme à l'habitude? Ah ben, chaque année, on a de bonnes surprises. Et puis chaque année, je crois qu'on est déçu de ne pas pouvoir primer un certain nombre d'entreprises qu'on aurait aimé le faire. Mais il y a une Christine Lelier-Brassac qui est là, qui nous dit « faites pas trop de prix, parce que sinon, ça perd aussi du sens. » Donc on essaye de concilier tout ça ensemble. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que ça illustre un petit peu votre travail. Alors, attendez, je vais récupérer le micro. Alors, je vous propose sans plus tarder d'appeler notre remettant, puisque c'est comme pour les grands jurys à Cannes ou ailleurs, nous avons à chaque fois un remettant pour chaque prix. Donc, je vais appeler M. Claude Liverneau, directeur régional de l'ADEME. Merci. Donc l'ADEME, est-il vraiment utile de définir ce qu'est l'ADEME? Si on y est, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Je vous fais sourire quand je dis ça. Alors, l'enveloppe est ici. Peut-être, alors voilà, bon, l'intitulé apparaît de lui-même. Effectivement, donc, il s'agit du trophée du savoir-faire durable. Donc, sans attendre, ne ménageons le suspense que très peu de temps. Dites-nous. Même sans lunettes, on arrive à lire. Hein. Peinture Fischer, patrimoine et performance. Voilà. Donc, les peintures Fischer. Voilà. Monsieur Patrick Fischer qui nous rejoint. Alors, je vous propose en premier lieu peut-être de découvrir les peintures Fischer par le biais de la vidéo et on enchaîne tout de suite derrière. Entendu. Ses propres peintures, c'est la démarche que l'entreprise Fischer mène depuis 10 ans. Basée à Rosheim, cette entreprise artisanale emploie 16 salariés, dont 4 apprentis, et a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de près d'1 million d'euros. L'idée, c'est d'utiliser des produits qui poussent et qui se régénèrent d'eux-mêmes, hein, donc justement des racines ou des plantes, d'utiliser des déchets de carrière, et on utilise ces produits pour établir nos enduits. Les colorants aussi, c'est des colorants, c'est soit des terres qui sont aux creuses, soit des végétaux aussi. On a donc dans le jardin botanique de plantes tinctoriales, on recommence à cultiver la garance, le pastel des teinturiers, le cartam, etc. Des choix qui ont une influence sur la santé des clients et aussi celle des salariés. Question santé, c'est toujours important de se dire on travaille avec des choses un peu moins nocives. C'est vrai que ça fait plaisir. Patrick Fischer utilise principalement des produits locaux. Notamment l'argile est très proche de nous, le calcaire aussi. On a un chauffournier à Dallenheim qui fait des très bons produits aussi, donc c'est vraiment, on a ce qu'il faut autour de nous. L'entreprise a également la volonté de transmettre ses savoir-faire. L'ensemble des salariés a bénéficié de 272 heures de formation par an durant les 3 dernières années. Il y a déjà plusieurs peintres que j'ai formés qui ont pris leur envol, qui ont aujourd'hui leur structure. On échange les procédés et puis voilà, ça se passe très bien. Et je pense qu'on a tous notre place dans ce travail. J'ai commencé ici, j'ai tout appris dans cette entreprise. Du stucco, de la chamarelle, beaucoup d'enduits, oui. Décoratif, c'est ce qui est intéressant je pense, pour une fille à faire. C'est plus intéressant que faire des façades. Des travaux plus courants que l'entreprise est parfois amenée à faire avec des peintures industrielles. Pragmatisme économique oblige. Vous l'aurez peut-être noté, il y a dans cette entreprise une parité homme-femme quasi unique dans le milieu du bâtiment, ce qui a valu à Peinture Fischer le trophée 2012 de la Charte de la diversité. Ici, le développement durable est une réalité quotidienne et une philosophie. J'espère très fort que ça va continuer, on puisse comprendre qu'on peut faire des choses très belles avec des choses qui nous entourent et qui du plus est, on peut très bien les gratter ces produits dans 10 ans si on veut changer et les mettre dans son jardin pour en faire des allées. Ça ne polluera pas le sol, la chaux a fait son cycle, redevient calcaire et les pigments redeviennent terre et les poussières de marbre redeviennent pierre également. Venez dans la lumière.
je vous laisse l'honneur de remettre ce prix. Bien, mais écoutez, Monsieur Fischer, félicitations. Ce petit bout de film est déjà très, très éloquent et très révélateur de quelque chose d'assez original quand même dans une entreprise de peinture, même si je sais que vous avez des collègues qui sont très proches de ces approches également. Félicitations. Voilà ce magnifique trophée qui est tout en couleur, d'ailleurs, évidemment, pour une entreprise de peinture. Félicitations. On peut l'applaudir, allez-y, ne vous privez pas. Alors, Monsieur Fischer, évidemment, un trophée du savoir-faire durable, c'est un nom qui est fait pour vous. J'imagine que vous avez certainement quelques mots à nous dire et une réaction par rapport à... Alors oui, allez-y. Par rapport à ce trophée. Oui, alors déjà merci pour ce trophée, c'est valorisant, c'est très important pour nous d'être reconnu par rapport à tout ce travail qui a été fait depuis maintenant quasiment 10 ans. Je voudrais le dédier aussi à Nadège, ma collaboratrice, qui s'est investie corps et âme dans ce travail. On ne pourrait pas avancer sur ce travail sans que ce soit vraiment une passion, sans qu'on ait cet état d'esprit dans les tripes, parce qu'effectivement, financièrement, il n'y a pas grand-chose à chercher, il n'y a pas grand-chose à gagner, si ce n'est que perdre du temps, entre guillemets, pour nous, ce n'est pas de la perte de temps, mais d'aller rencontrer d'autres carriéristes ou d'autres passionnés par ces métiers pour essayer de comprendre comment, au XIVe siècle, on savait faire des peintures qui ont traversé tous les siècles et qu'on voit encore aujourd'hui. J'ai eu la chance également de toucher un petit peu les compositions des peintures de Lascaux, et c'est impressionnant qu'avec de la salive et de l'os à moelle, on sait faire des choses qu'on peut encore admirer aujourd'hui. Voilà, donc c'est un petit peu notre philosophie. Pourquoi chercher à faire des choses qui ne tiennent pas 10 ans, alors qu'autour de nous, on a des produits naturels qui tiennent, qui traversent les siècles. Merci beaucoup. Restez parmi nous, on aura peut-être encore un petit temps d'échange. Monsieur Liverneau, on peut vraiment parler d'éco-conception ici. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous en livrer un petit peu plus ou nous rappeler, oui, disons, les élémentaires par rapport à l'éco-conception? Je crois qu'on peut effectivement parler d'éco-conception. Alors, c'est intéressant parce que finalement, on voit bien qu'à la fois cette entreprise fait un produit éco-conçu, mais qu'elle fabrique aussi un produit qui va être utilisé pour fabriquer d'autres produits éco-conçus. Enfin, nous, à l'ADEME, évidemment, notre intérêt premier, c'est de travailler sur l'impact environnemental. Donc on voit bien que lorsque l'on conçoit un produit... Alors, l'éco-conception, c'est du début à la fin. Hein. Bon, on le dit autrement habituellement. Du berceau à la tombe. Voilà, exactement. Mais c'est tout à fait ça. Et dans l'exercice d'éco-conception, il y a un moment important, c'est lorsque l'on choisit ses matières premières. Et quand on choisit ces matières premières, effectivement, on a tout intérêt à ce qu'elles soient non dangereuses, à ce qu'elles soient recyclées, à ce qu'elles soient éco-labellisées, et qu'elles viennent de pas très loin aussi, parce qu'on a maintenant cette notion, on commence à avoir cette notion de n'allons pas chercher des produits à l'autre bout du monde alors qu'on les a sous la main. Et on a bien vu dans l'exemple de l'entreprise de M. Fischer qu'il y avait effectivement là des produits de proximité. Et puis au-delà évidemment de l'impact environnemental, l'éco-conception est extrêmement important pour l'entreprise. Ça touche au cœur de l'activité de l'entreprise. On réduit des risques en faisant de l'éco-conception, risques réglementaires, risques sanitaires, etc. Et puis évidemment, on a une meilleure gestion des coûts, voire une diminution des coûts, notamment en matière d'énergie, en matière de matières premières, pour le coup. Et puis, je crois qu'il y a aussi un aspect, on gagne de nouveaux marchés. J'imagine... Ça, on va en parler justement un que vous allez en parler après. tout à l'heure. Et puis également, et ça on l'a vu, et ça on le voit dans... Bon, monsieur nous l'a dit tout à l'heure dans son exposé, et on le voit dans toutes les entreprises qui ont cette fibre, on donne du sens à l'entreprise. Et je pense que les salariés sont extrêmement sensibles à cela, et en tant que manager, on a toujours cette sensibilité à est-ce qu'on a du sens dans cette entreprise. Et là, effectivement, quand on fait de l'éco-conception, on génère du sens. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Une véritable formule magique. Merci beaucoup. Donc, on peut encourager toutes les entreprises qui le souhaitent à contacter l'ADEME sur ces sujets. Petite publicité comme ça en passant. Monsieur Fischer, peut-être un dernier mot.
Vous faites beaucoup d'efforts, vous l'avez dit vous-même. Est-ce que vos clients sont sensibles? Est-ce qu'ils sont au courant de ces efforts? Est-ce qu'ils sont sensibles à ça? Est-ce qu'en d'autres termes aussi, toutes ces petites choses que vous faites font de vos clients vos meilleurs commerciaux derrière? Oui, tout à fait. Notre meilleur moyen de communication, c'est le bouche à oreille. Si une personne nous appelle et est référencée par rapport à un travail qu'elle a vu par ailleurs, c'est évident que la personne a déjà compris un petit peu notre démarche et notre façon de travailler. Il n'y a pas de remise de devis sans avoir visité les ateliers. Donc là aussi, les personnes comprennent un petit peu notre façon de travailler, notre philosophie du travail. Donc tous les ateliers sont visités, le laboratoire, le local de recherche et de développement. Et donc ils ont les matériaux sous les yeux, ils peuvent les toucher, ils peuvent vraiment mettre la main dans les sacs de produits pour comprendre ce que nous utilisons. Donc le client adhère complètement à votre démarche et l'apporte à son tour également. Oui. Écoutez, merci beaucoup. Encore toutes nos félicitations. Je pense qu'on peut encore l'applaudir, tout à fait. Merci. Un bref mot quand même. Vous avez vu passer ce trophée. On prendra un temps tout à l'heure pour présenter un tout petit peu l'organisme qui est à l'origine de ces trophées. Donc ne vous inquiétez pas, on ne néglige pas cet aspect-là. Alors on va passer tout de suite au prix qui vient derrière, donc le prix d'encouragement. J'appelle Jean-Bruno Guérat, qui est président sortant du CJD, ici en Alsace. Bonjour et bienvenue, qui sera notre remettant. Je crois que vous avez déjà l'enveloppe. Oui, on vient de me la donner. Hein. Alors très efficace. Je vous laisse nous révéler voilà. le nom du lauréat. Le lauréat est l'entreprise Funetic. On les applaudisse bien fort. Félicitations à vous. On va laisser le temps à Martin Schmidt et Olaf Maurice, cofondateurs de cette entreprise, de se joindre à nous. Et en attendant, on va visionner la vidéo qui présente Proposer des produits de cosmétiques bio à bas prix sur un modèle économique fondé sur l'éthique et la transparence. C'est l'idée de Martin Schmidt et Olaf Maurice, anciennement cadres dirigeants d'un laboratoire pharmaceutique et cosmétique, reconvertis dans cette difficile entreprise. Installés à Sierentz, près de Mulhouse, ils font fabriquer leurs produits par un laboratoire situé à Heurt, près de Strasbourg. La logistique est assurée par un atelier protégé tout près de chez eux, à Bartenheim, et les produits sont distribués en grande et moyenne surface pour toucher le plus grand nombre. Le fait de vouloir les proposer à des prix très attractifs, sachant que le coût de production reste le même que pour les grandes marques de cosmétiques disponibles en pharmacie ou parapharmacie, n'est pas forcément chose simple puisqu'il faut comprimer ses propres marges. Mais cette autre façon pour le moins inattendue de mener une activité économique ne s'arrête pas là. Pour Martine et Olaf, la transparence doit être totale. Nous pensons que c'est très important pour une consommatrice de savoir mais finalement qui travaille dans cette entreprise, quelle est la politique de rémunération de cette entreprise, quels sont les efforts qu'elle fait pour le développement durable. Des cosmétiques bio de qualité, à des prix accessibles à tous, commercialisés dans la plus grande transparence, mais quelle mouche les a piqués? On peut, en avançant, et quel que soit son métier, gérer sa vie de façon à être profitable, non pas que pour soi, mais aussi pour les autres. Félicitations à vous. Je ne sais pas si le trophée est arrivé. Le voici. Partagez le micro s'il le faut. Voilà, donc je vous remets, c'est avec la plus grande joie que je vous remets ce trophée, parce qu'on a suivi en Alsace l'avancée de votre projet qui n'a pas été simple, et voir une entreprise comme vous référencée dans la grande distribution, c'est quand même quelque chose auquel on n'aurait pas forcément cru il y a encore quelques mois. Voilà. Encore toutes mes félicitations. Qu'on les applaudit bien fort. Merci. Félicitations. Peut-être une petite réaction à chaud? Disons, c'est comme l'a dit Jean-Bruno Guérat, le projet n'est pas simple, parce que lorsqu'on démarre d'une page blanche, qu'on veut bousculer les codes de la profession et faire les choses différemment, en y intégrant du développement durable et de l'éthique, finalement,
il faut avancer à petits pas. Et le fait d'avoir, recevoir un trophée, c'est un signe de reconnaissance qui ne peut que nous pousser à aller sur cette voie, continuer sur cette voie, un signe d'encouragement, parce que c'est vrai qu'au quotidien, ce n'est pas forcément simple pour s'imposer dans un milieu ou sur un marché déjà, on va dire, saturé. Merci beaucoup. Alors, peut-être une petite question à vous deux. Vous faites allusion à la transparence à de nombreuses reprises dans le film, et puis c'est vraiment une valeur fondatrice pour vous. Est-ce que cette transparence vous confère un avantage face aux grands des moyennes surfaces avec lesquelles vous travaillez, et puis en comparaison aux poids lourds du secteur qui sont a priori pas forcément des champions de la transparence ? Alors, je pense que de plus en plus les consommateurs sont en recherche de transparence et cherchent à savoir ce qu'il y a derrière une marque, ce qu'il y a derrière un produit, comment fonctionnent les entreprises. Alors oui, je pense sincèrement que c'est un avantage concurrentiel. Moi, j'ai juste envie, un peu sous le coup de l'émotion, d'adresser un mot à Monsieur Goetz. Waouh! C'est bref, mais au moins c'est très clair. Merci beaucoup. Monsieur Guéra, oui, on va faire circuler les micros. Monsieur Guéra, une petite question également. Une jeune entreprise qui fait tout de suite le choix d'adopter des valeurs de développement durable. J'imagine que de votre point de vue, c'est tout de suite un élément intéressant et puis qui va être réellement intéressant dans le long terme pour cette entreprise. Oui, en effet, on peut le voir de deux manières qui ne sont pas opposées. La première qui est objective, froide et qui est à la mode, une stratégie océan bleu. On va là où les autres ne sont pas. Mais il y a une autre manière, c'est l'approche que nous on a au Centre des jeunes dirigeants et que cette entreprise représente bien, qui est la performance globale. C'est-à-dire qu'ils vont créer de la valeur tout au long de leur activité, dans leur écosystème économique, leur écosystème écologique et leur écosystème social. Au final, cette transparence et cette relation de confiance fonctionnent dans une logique gagnant-gagnant avec ses fournisseurs, avec ses partenaires, avec ses salariés, avec ses investisseurs, parce que là aussi c'est un élément qui a joué dans la relation et le montage du projet, avec bien évidemment ses clients, c'est ce qui est mis en avant, mais aussi un engagement avec son environnement écologique et sociétal, c'est-à-dire on est un acteur de son bassin d'emploi, de son bassin d'activité. Et c'est ça vraiment qui, moi, m'a séduit dans ce projet et qui fait que cette entreprise, au Centre des jeunes dirigeants, on est en contact avec eux, on les a mis en rapport avec André-Yves Portneuf, qui est quelqu'un qui travaille sur l'innovation sociétale et qui a trouvé leur projet très intéressant. Voilà. Donc un beau projet exemplaire. Encore toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Nous allons passer sans attendre au prochain trophée, le trophée de l'engagement social. Donc j'appelle Monsieur Isaac Goetz. L'avantage, c'est qu'ici, je n'ai plus besoin de vous présenter. Qui sera donc notre remettant ? Il fonctionne. Alors vous pouvez tout de suite nous livrer le nom du lauréat. Un peu de suspense ne fait jamais de mal. Le heureux gagnant ou gagnante, c'est l'entreprise Alto10. Et nous découvrons tout de suite le film de présentation de cette entreprise. Un audit des actifs immatériels, source de progrès social. Nous sommes à Absheim chez Alto10, entreprise de vente, location et maintenance de matériel de manutention au sol. En 2011, Pascal Arnold, PDG d'Alto10, décide de faire réaliser un audit des actifs immatériels de son entreprise. Une démarche pour déterminer les actions à engager pour améliorer la bonne marche de l'entreprise au niveau social, sociétal et économique. Pascal Arnold pressentait des lacunes en organisation, mais une surprise de taille l'attendait. Le résultat de l'audit des actifs immatériels a finalement fait apparaître une note très moyenne pour l'actif humain. Poussant la réflexion, on a rapidement constaté que finalement c'est le déficit d'organisation qui pesait sur effectivement la motivation des salariés. Les actions sont aussitôt engagées. Mise en place d'un baromètre social pour mesurer la satisfaction des salariés et dégager des pistes d'amélioration des conditions de travail, réalisation d'un diagnostic bien-être pour renforcer l'équilibre vie privée-vie professionnelle, mise en place du Lean Service, avec pour rituel une réunion de travail hebdomadaire qui réunit les leaders commerciaux, techniciens et administratifs pour identifier les problèmes, trouver des solutions et définir des axes de progrès.
Une autre façon de travailler bénéfique à tous les niveaux. Ça a apporté donc déjà le décloisonnement entre services et surtout la possibilité de dialoguer entre les personnes, de connaître le métier des uns et des autres. Ça permet une transversalité, ça permet une communication et un travail d'équipe beaucoup plus efficace. Issu de cet audit des actifs immatériels, l'aménagement des nouveaux locaux que l'entreprise s'apprête à réceptionner. Plus fonctionnel, ce bâtiment BBC abritera une salle de sport, une cuisine, une salle de détente, un parking pour vélos électriques et même une pépinière d'entreprise. Autre apport de cette expérience, un nouveau savoir-faire de l'entreprise valorisé par la création d'une nouvelle filiale, Alto10 Développement. Peut-être en un mot quand même vous présenter les deux personnes qui nous ont rejointes. Vous les avez vues sur la vidéo, mais donc il s'agit de Marianne Dajon, qui est la RH donc de l'entreprise. RH à temps partagé, d'accord, ça rentre complètement dans la logique de ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Et Monsieur Pascal Arnold, qui est donc le dirigeant. Je vous laisse. Ok, à votre donc tâche. voilà. Donc, si je comprends, en Alsace, souvent les lauréats, c'est l'affaire de couple, les entreprises. Alors, je donne à monsieur ou voilà, madame. Ok, merci, bravo. Bravo. Alors, il s'agit d'un trophée au nom évocateur. L'engagement social, c'est quelque chose de fort. Peut-être une petite réaction par rapport à l'adéquation entre le nom de ce trophée et votre démarche au sein de l'entreprise. Bien, tout d'abord, merci au jury de nous avoir accordé cette confiance. C'est très intéressant et on apprécie et on est très touché par l'attention. Alors, Alto10, le groupe, ça fait 10 ans que j'ai créé ma première entreprise, ça va faire 10 ans bientôt. J'ai été préalablement salarié pendant une vingtaine d'années. Et j'ai créé cette entreprise en partant d'une idée, d'une conviction, qui était de dire que finalement la ressource numéro 1 de l'entreprise, c'est l'homme. De fil en aiguille... Ou la femme. Oui, l'homme avec un grand H. L'homme et les femmes, bien évidemment, preuve en est... J'en suis entouré, bien que exerçant à la base un métier très masculin. Donc, ça, c'est la première conviction. Et finalement, toutes les actions, et la notion d'entreprise libérée, d'ailleurs, qu'a évoqué tout à l'heure Isa Getz, nous sommes complètement dans cette voie. Et mon idée, et j'ai toujours dit depuis le premier jour de l'entreprise, que finalement, ma seule idée à la base, c'était de devenir inutile. Et inutile en tant que PDG. Je rejoins complètement M. Getz tout à l'heure quand il a effectivement évoqué l'exemple de cette entreprise qui disait que finalement, ceux qui créaient la valeur de l'entreprise, qui créaient la valeur ajoutée dans l'entreprise, bah, c'était les équipes, c'est les salariés, c'est les... voilà. Donc chez nous, par exemple, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de hiérarchie, il y a des leaders. On développe le leadership, on travaille en projet d'équipe. Et l'idée, c'est que le projet d'entreprise soit décliné en projet d'équipe. Et l'idée, c'est que toute personne dans l'entreprise ait été un jour leader d'un projet d'équipe, même si cette personne est le moins qualifiée dans l'atelier, au fond de l'atelier. Ce n'est pas important. La notion de prise de conscience qu'on est capable de mener un projet, même un petit projet, c'est quelque chose de très important. Donc de fil en aiguille, nous sommes arrivés à la notion d'actif immatériel parce que j'avais recruté très tôt une comptable et je crois qu'une des premières paroles que je lui avais dites, c'était de dire, vous savez, pour moi, la comptabilité, c'est quelque chose qui est assez obscur pour moi, parce que d'abord, ce n'est pas du tout une passion, je ne suis pas né là-dedans, je suis très peu formé sur le sujet. Mais par contre, je sais une chose, c'est que les indicateurs que me donne la comptabilité sont des indicateurs vert cassé, et finalement, ils vont relativement peu m'intéresser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les indicateurs d'anticipation. Et quelque part, la notion d'immatériel est de mesurer les actifs immatériels, donc à savoir tout ce qui n'est finalement pas donné par la comptabilité, est devenu une passion, une conviction. Marianne et moi, nous sommes formés pour devenir des experts sur le sujet. Et nous avons appliqué à notre entreprise, finalement, ces convictions, faisant faire un audit. Et cet audit, effectivement, a été très intéressant parce que, bon, je savais, on était parti de rien, on est monté, on est aujourd'hui 33 ou 34 personnes. Et puis une entreprise à 33 ou 34 personnes ne fonctionne pas de la même manière et l'organisation n'est pas la même que quand on démarre. Et donc cet audit nous a fait apparaître ce qui est dit dans le film, que finalement on avait un déficit d'organisation. Bon, ça je le savais et puis on était prêt à bosser dessus. Mais là où je suis tombé de ma chaise, pour reprendre une expression que j'ai entendue tout à l'heure,
c'est que nous avions une note sur le capital humain qui était très moyenne, en tout cas bien en dessous de ce que je pouvais espérer. Et en regardant de plus près, on s'est rendu compte que c'est le déficit d'organisation qui pesait sur la motivation des salariés. Et là, on a pris le taureau par les cornes et on a mis effectivement toute une série de projets en œuvre qui vont dans le sens de la transversalité, qui vont dans le sens de l'implication individuelle de chaque salarié au projet d'entreprise, à travers ces fameux projets d'équipe que l'on évoque. Le nouveau bâtiment qui va effectivement également travailler sur... Qui donne envie de venir travailler chez vous, hein, il faut dire ce qui est. Hein. Voilà, on espère attirer les talents, parce que ça a été aussi dit tout à l'heure, il est indispensable d'avoir des vrais talents dans une entreprise pour la faire avancer. Donc en résumé, ce trophée est le bienvenu, puisque je disais l'autre jour à mes salariés, il y a eu les 10 premières années qui ont été des années de lancement, qui ont été des années de... Et on a bien vu que sur nos métiers traditionnels, ça serait compliqué de faire toujours plus, toujours mieux, en ne changeant pas les choses. Donc nous sommes bien rentrés dans cette transformation, et les 10 prochaines années vont être tournées autour de ce que j'appelle le projet de vie en entreprise. Ce n'est pas un bâtiment que nous construisons, c'est vraiment un projet de vie en entreprise. Voilà. Écoutez, toutes nos félicitations. Donc, vous ferez partie des 1% d'entreprises qui atteindront les 40 ans de longévité, si tout est bien parti. Monsieur Goetz, vous avez certainement un regard sur vous voyez tellement des entreprises sur ce projet d'entreprise en particulier. Alors vous le découvrez en quelques mots, hein, mais il faut dire que ce que j'ai entendu, ça m'a. Au départ, j'étais un peu sceptique. Hein. J'ai pensé que ce serait un petit Google. Une entreprise, il y en a cette tendance-là où on prend les salariés pour les adultes gâtés. Alors, on donne la nourriture gratuite, des salons de massage, etc. Ça me dit, chez Google, dans un endroit où on a changé le poisson dans la salle, vous savez, où ils font de la récréation, il y avait 120 mails, pourquoi vous avez changé le poisson? Mais vous êtes allé vers quelque chose qui est, pour moi, le vrai sujet, c'est-à-dire non pas des besoins voilà, qu'on appelle bien-être physiologique ou physique, etc., mais les besoins qui sont dans le cœur des gens. Et de ce fait-là, ils sont engagés dans votre entreprise et pas juste pour une entreprise qui va donner plus de nourriture gratuite ou plus des salons de massage ou autre chose. Voilà. Et je pense que, si je peux ajouter une petite chose, ce que moi j'ai observé, ça prend des années pour construire l'organisation, ce qu'on appelle cette culture d'entreprise, où les gens se lèvent le matin avec un plaisir et qui disent aussi que si on me double de salaire, et j'ai vu ça, les opérateurs le dire, je ne reviens pas en arrière, je ne vais pas dans une autre boîte. Une fois que vous obtenez ça, des courbes que vous avez vues explosent. Alors, je ne sais pas si à ce moment-là, Madame Dajon, Marianne, est-ce que va se transformer en Chief Happiness Officer parce que vous avez le CE, le code de travail qui va tomber là-dessus, etc. Mais si vous explosez comme ça, et vous risquez d'exploser comme ça, parce que vous avez créé un fondement, ça dépend ce que vous voulez, hein, beaucoup de croissance, ou vous voulez rester, comme on dit, we don't want to be the biggest, we want to be the best. J'ai entendu ça dans un certain nombre de PME, c'est aussi possible. Mais quelques centaines de salariés, je le vois très facilement, parce que vous avez le fondement pour faire ça. Donc, je suis ravi. Merci beaucoup. Juste pour vous répondre, je vous dirais que la transformation a d'abord été individuelle parce que c'est vrai que j'ai fait un parcours universitaire et quand j'ai commencé mon parcours en ressources humaines, j'ai travaillé d'abord dans les grands groupes parce que ça flatte l'ego. Et après, je suis allée travailler dans la PME parce que j'ai entendu un jour à la radio que c'est dans les PME c'est les PME qui embauchent le plus de salariés en France. Et c'est comme ça que j'ai imaginé le projet de responsable RH à temps partagé. Pascal Arnold a été le premier dirigeant à faire confiance à ce mode d'emploi. Et du coup, aujourd'hui, pour répondre à votre vigilance sur laquelle vous nous amenez, on est encore dans le processus de transformation. C'est-à-dire que le dialogue est en marche, mais il y a encore des transformations individuelles à opérer pour que la transformation collective fonctionne. Voilà. Merci beaucoup. Encore nos félicitations. Attendez, je vais le récupérer. Vous pouvez regagner vos places. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à la suite. Cette fois, on me casse complètement
mon suspense. Cette fois, il s'agit d'un prix qui est une mention spéciale. Et donc, cette mention spéciale, c'est la transition énergétique. Donc, j'appelle Monsieur Romain Ferrari, directeur général de l'entreprise familiale Serge Ferrari, voilà, que vous avez pu entendre déjà tout à l'heure. Bienvenue. Vous allez sans tarder, je pense, nous annoncer le lauréat du prix. Il n'y en a pas. Il est bien caché, semble-t-il. Réseau GDS, énergie locale. Réseau GDS, Monsieur Wasserman va nous rejoindre. On peut lancer la vidéo si vous le voulez bien. Quand se débarrasser de la vente de l'énergie permet de mieux s'investir dans la transition énergétique. Réseau GDS, gestionnaire historique du réseau de distribution de gaz naturel à Strasbourg et dans 92 autres communes du Bas-Rhin, a cédé sa filiale de commercialisation en 2012. Un changement qui lui a donné des ailes. La question est devenue non plus comment rentabiliser l'énergie fossile et augmenter nos ventes, cette problématique est terminée. Ça a été de se dire quel est, nous, acteurs locaux de l'énergie, notre contribution à la transition énergétique. Et du coup, on a changé de paradigme, on a changé de modèle, et c'est là qu'est née l'idée du pôle de l'énergie publique. Le pôle d'énergie publique, un projet qui s'articule autour de 3 axes complémentaires. Développer les infrastructures avec l'extension de la couverture du réseau de distribution de gaz naturel, premier métier de l'entreprise, mais aussi par la mise en place de réseaux de chaleur qui permettent d'augmenter la part des énergies renouvelables locales dans le mix énergétique. Investir dans l'efficacité énergétique des bâtiments publics et tertiaires qui sont de véritables passoires thermiques, avec un financement assuré par les économies réalisées. Développer les énergies renouvelables locales avec comme première réalisation la création de Biovalsan, une unité de production de biométhane alimentée par les eaux usées de la station d'épuration de Strasbourg-Lavensenot, une première en France soutenue par la Commission européenne. 3 piliers en synergie élaborés avec un souci de transparence des coûts et des marges, une démarche citoyenne. Le secteur de l'énergie va devenir d'importance majeure dans les années qui viennent et il nous appartient d'accompagner les Strasbourgeois dans ces problématiques énergétiques afin d'éviter d'être livrés au secteur purement privé et évidemment d'avoir des attaques supplémentaires au pouvoir d'achat du Strasbourgeois. Félicitations à vous, montez sur scène. Bonjour, bienvenue. Enchanté. Un grand bravo. Merci beaucoup. Alors, je vous propose une petite réaction. Oui, je voudrais simplement dire que en fait, l'Alsace a une chance et une particularité, c'est d'avoir beaucoup d'acteurs locaux de l'énergie. Je salue mes collègues DS, de Vialis qui sont dans la salle. Cette chance, c'est une opportunité. Ces acteurs-là se posent aujourd'hui la question de comment faire changer leur métier, depuis vendre plus d'énergie fossile, ce qui était notre métier d'il y a 10 ans peut-être, en devenant acteur de la transition énergétique. Donc notre modèle, et on est très touché aujourd'hui de recevoir ce prix, c'est un modèle parmi d'autres. Nos collègues ont des démarches analogues. Je crois que la particularité, c'est 2 choses. On a été les premiers à céder notre commercialisateur, donc on ne vend plus d'énergie, on ne vend plus de gaz naturel. Et du coup, on s'est réorienté vers des actions volontaristes sur la transition énergétique. On est aussi la première station d'épuration en France à produire du biométhane, à l'injecter dans les réseaux en 2014. Le projet vient d'avoir tous les feux verts. Et donc je crois que le message clé, c'est ça. L'Alsace a une chance, elle doit le transformer en opportunité. Et ces acteurs régionaux, territoriaux de l'énergie sont une solution pour aider les territoires à réussir leur transition énergétique. Voilà un peu l'idée de cette démarche. Merci beaucoup, toutes nos félicitations. Alors peut-être un petit mot également de Monsieur Ferrari. Quel est votre point de vue sur ce changement de modèle économique en fin de compte pour cette entreprise ? En fait, ce qui est assez flagrant dans cette démonstration-là, il y a 2 choses. La première chose, c'est que quelque progrès qu'on fasse en termes de développement durable des activités humaines, il faudra toujours de l'énergie. On peut économiser tout ce qu'on veut, on peut alléger tout ce qu'on veut, on peut circulariser tout ce qu'on veut. À la fin, il faudra toujours de l'énergie. Donc ça, c'est quelque chose
qui restera et qu'on ne pourra absolument pas modifier. Le point qui me paraît essentiel, c'est que cette transition-là ne peut passer, et ça vous êtes là pour le démontrer, que par une prise en main à l'échelle du territoire. En fait, la vision du haut vers le bas, la vision nationale de l'énergie n'a plus d'avenir. Et c'est quand même des paroles très lourdes dans un pays comme la France, mais je les assume. Et vous en êtes la parfaite démonstration. Et puis le troisième petit point qui m'interloque aussi, c'est qu'on voit bien au travers de votre offre que pour aller jusqu'au bout, il ne faut plus vendre ce qu'on produit ou ce qu'on distribue, il faut vendre l'accès à ce qu'il permet d'obtenir. Et je connais par exemple une entreprise suisse qui ne vend plus le courant, elle vend simplement le fait que quand vous rentrez chez vous, il fait 20 degrés quand vous y êtes. Le reste, vous ne vous occupez de rien. Il s'occupe de la chaudière, il s'occupe de l'énergie, il s'occupe d'isoler votre bâtiment, il s'occupe de changer les ampoules parce qu'il fait aussi le confort. Il vous vend juste le fait que vous êtes bien. Et donc après, toutes les économies qu'il peut faire, vous imaginez où il les met. Merci beaucoup. Alors bon, l'ADEME a dû sursauter, parce qu'on n'a pas dit 19, on a dit 20, je suis désolé. Vous vouliez dire un dernier petit mot avant de terminer ? Oui, non, simplement, vous le dites très bien, en tant que chef d'entreprise, nos entreprises sont dans un changement radical. On voit bien que ces mouvements-là, et beaucoup de mes collègues sont dans cette même logique, c'est pas juste un ajustement, c'est un changement de paradigme. Donc là, on est en train d'essayer un nouveau modèle. Pour nous, ça nous fait particulièrement chaud au cœur que Idée Alsace et que nos homologues alsaciens nous tirent un coup de chapeau d'encouragement parce qu'on intervient au ministère à Paris, mais je crois que l'essentiel pour nous, c'est, et je crois que Idée Alsace illustre magnifiquement, c'est cet ancrage territorial et cette volonté de construire un nouveau modèle local. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Alors, avant de passer à l'ultime trophée, une petite parenthèse avec monsieur Albert Strickler, qui est le directeur de l'ESAT Évasion et qui est donc à l'origine, comme je le disais avant, des trophées que nous délivrons aux lauréats. Bonjour monsieur Strickler et bienvenue. Alors, un ESAT, j'imagine que c'est évident pour beaucoup de monde, encore que, est-ce que vous pouvez nous définir en quelques mots ce qu'est un ESAT, s'il vous plaît ? Oui, d'abord merci de nous accueillir. Un ESAT, c'est un établissement et service d'aide par le travail, ce qu'on appelait dans le temps un CAT. C'est une structure médico-sociale à vocation économique, comme il y en a beaucoup en Alsace et partout en France, sauf que notre ESAT, l'évasion à Célestat, a la particularité d'avoir pour réalité économique l'artistique et le culturel, donc une gageure. Et à ce titre, nous sommes le seul établissement de ce type en Alsace. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette ESAT ? On accompagne effectivement les personnes handicapées, mais on a aussi 3 volets d'activité très importants. Donc, nous avons la musique. On m'a prévenu, attention, il faudra tenir votre temps. Voilà. Il fallait que je sois attentif. On a 3 formations musicales, donc de grande qualité. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, le temps est compté. Nous avons un atelier art plastique et ça nous permettra après de faire la jonction avec les trophées et également un spectacle ou des spectacles qui concilient nos 2 dominantes, la musique et les arts plats. Par exemple, aujourd'hui, c'est une petite équipe de 19, mais il y a 3-4 personnes qui sont à Châlons-en-Champagne en train de réaliser une fresque et donc également une équipe qui est à Troyes, au Théâtre de la Madeleine, en ce moment même, pour présenter notre spectacle Fiche du Serpent. C'est-à-dire donc on rayonne loin au-delà de la région et nous avons également donc un festival qui est notre autre vitrine en dehors d'une salle de spectacle. J'ai laissé à l'entrée quelques documents. Ce festival, donc Charivari, est un des grands festivals aujourd'hui culture et handicap en France. Bien, merci beaucoup. Donc, belle reconnaissance et une belle activité. Peut-être quelques mots quand même concernant vraiment les trophées, ceux qu'on délivre aujourd'hui. Oui, alors donc, les trophées qu'on décerne, que vous décernez plutôt, qui ont été réalisés dans nos ateliers, montrent un peu la réactivité de notre atelier art plat, puisqu'il y a 2 ans, on n'a pas du tout pensé réaliser des trophées. Et la première fois que nous avons réalisé des trophées, c'était il y a quelques semaines pour la Poste, dans le cadre de Mécénova, où nous avons donc réalisé les trophées pour les postiers ont du talent.
Là, je crois que c'était passé, c'est pas du tout de bouche à oreille, bien que ce soit le bouche à oreille qui fonctionne le mieux pour l'instant. Et la communication, vous trouverez à l'entrée nos 7 vidéos, dont celle-ci. Je crois que c'était par l'association ou la société Latitude de communication, avec laquelle nous avons travaillé, obtenu un prix, obtenu plusieurs prix, notamment pour les affiches. Donc dans cet atelier art plastique, en dehors de ces trophées, ceux-ci sont tout à fait différents que ceux que nous avons réalisés pour la Poste il y a quelques semaines. Ils ont été imaginés à partir de la résine, comme vous le voyez. Et je crois qu'en dehors de cela, les viticulteurs qui ont besoin, vous le voyez peut-être, d'étiquettes, les restaurants d'enseignes, les cartes de vœux. Donc c'est vraiment, dans le seul domaine art plastique, un panel de prestations assez diversifié et remarquable. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc j'espère que le message est bien passé. Nos félicitations. Oui. Juste un petit mot pour dire que la plupart des slogans, dont l'humain pour capital qu'on a vu avant, on le revendique également. Et pour que notre expérience fabuleuse, notre aventure, soit également promis à un développement durable, nous avons vraiment besoin de soutien. Ceux qui nous ont sollicités ont été convaincus. Merci voilà. beaucoup. Merci à vous. Félicitations à vous. Et donc une belle vitrine aussi au travers de ces trophées. Alors, je vous propose sans plus attendre de passer au moment que tout le monde attend, l'ultime trophée, le trophée du développement durable. Donc, j'appelle cette fois Monique Young, vice-présidente du conseil régional, à me rejoindre, qui sera donc notre remettante pour ce trophée. Bienvenue. Merci. Alors. Elles sont toujours capricieuses, ces enveloppes, hein, c'est terrible. Eh bien, j'ai donc le plaisir d'appeler les peintures Schmitt à me rejoindre. Les peintures Schmitt, donc messieurs Michel et Christian Schmitt qui vont nous rejoindre et sans plus attendre, la vidéo de présentation de l'entreprise. Alors que certains se contentent d'une mince couche de verre pour ravaler leur façade, l'entreprise de peinture Schmitt a totalement transformé son fonctionnement vers un modèle durable. Aujourd'hui, ce qu'on récolte, c'est que on a du travail. Ça, c'est déjà la première satisfaction. Hein. On a du travail et on a du bon travail, on a des bons chantiers. Donc nous, on crée notre propre système économique, on attire de nouveaux clients. Voyez. Basée à Sainte-Croix-en-Plaine, cette petite entreprise qui emploie 6 salariés s'intéresse depuis longtemps au développement durable. Primée en 2007 par Idée Alsace pour son engagement au service de la sécurité et du bien-être de ses salariés, ses choix de peinture responsables, ses dispositifs de traitement des eaux usées, la qualité de sa relation client, l'entreprise n'a cessé de progresser depuis. Après un bilan carbone, elle s'est lancée dans un bilan biodiversité. Résultat, des choix de produits encore plus respectueux et une prise de conscience de son impact foncier. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'urbanisation du quartier, avec nous-mêmes, lorsque nous avons fait la cour, avec les enrobés, la surface des bâtiments, on a enlevé pas mal de surface à la biodiversité. Et aujourd'hui, qu'on pense, c'est-à-dire on a mis en place une petite prairie fleurie. Autre mutation majeure, les relations avec les parties prenantes, clients, fournisseurs, banquiers, inspection du travail. Tout simplement, aujourd'hui, nous n'attendons pas qu'on soit contrôlé sur un chantier. C'est nous qui allons vers tous les services de prévention, santé et sécurité au travail. Donc, médecins du travail, CARSAT, les promoteurs, l'OPP-BTP et l'inspection du travail. Notamment sur le risque chimique, nous travaillons ensemble. Peinture Schmitt a obtenu le label AFAC 26000 au niveau exemplarité, devenant ainsi la première entreprise artisanale de France à obtenir un tel niveau. Ce que nous on fait dans notre entreprise est transposable dans n'importe quelle entreprise, sur tout le territoire, mais n'importe où, pas seulement dans les entreprises de peinture. Et maintenant, mon but, c'est de promouvoir, de faire la promotion de ce qu'on a fait, de convaincre à ce que tout le monde aille vers cette direction. Bravo, toutes nos félicitations. Je vous laisse la tâche de remettre, l'honneur de remettre ce prix. Eh bien, Monsieur Schmitt, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous remets ce trophée que vous avez largement mérité, ce trophée développement durable pour tout le travail que vous avez fait au sein de votre société. Bravo, je crois que vous avez su innover en faisant des audits de biodiversité. Je crois que c'était effectivement très nouveau d'initier ce type de démarche dans une entreprise
Vous l'avez initié dans votre société de peinture en prouvant qu'on peut le faire dans n'importe quelle société. Bravo, avec toutes mes félicitations. Félicitations à vous deux. Monsieur Schmitt, bravo. Alors, effectivement, bon, j'imagine beaucoup d'émotions. Vous avez déjà été récompensé en 2007. On le voit au travers de ce film, vous êtes vraiment exemplaire. Vous faites beaucoup de choses. Où est-ce que vous trouvez... En 2007, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient très bien faites. On vous retrouve ici en 2013 et on se demande où est-ce que vous trouvez la ressource et les idées pour avancer de la sorte. Merci. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier IDEA Alsace, remercier les membres du jury, mais surtout remercier notre consultant, notre cabinet d'Econ Conseil, monsieur Laurent Banbart, avec sa collaboratrice, parce que je crois que c'est eux qui ont mérité autant ce prix que nous. Donc, nous partageons ce moment de bonheur avec eux. Donc, c'est le cabinet Positive Énergie qui a accompagné l'entreprise dans le bilan carbone et sur le bilan biodiversité. Une entreprise qui s'engage dans le développement durable ne s'arrête pas et continue tout le temps de progresser. Alors, ce matin, nous sommes vraiment contents, vraiment émus, tous les deux, parce que nous rentrons là de Paris. Nous avons été à l'honneur lundi soir à Paris, nous avons été primés également. Alors, on pourrait penser qu'on nous souffrons d'une addiction au prix. D'après mes calculs, là, rapidement, je crois que c'est le 9e en 7 ans, donc c'est une moyenne de tous les 9 mois, je crois, un prix. Mais il n'y a aucune inquiétude. Nous avons consulté les parties prenantes concernées, donc tout ce qui touche à la santé. Les médecins du travail, non, c'est tout à fait normal. Voilà. Parce que comme nous sommes en progression permanente continue, hein, donc le premier prix, c'était développement durable. Aujourd'hui, c'est développement durable, mais surtout RSE. Alors RSE, on ne savait pas ce que c'était, ça nous a intéressés. Et aujourd'hui, pour nous, c'est tout simple. Faire du développement durable, c'est une chose, mais le mettre en œuvre, ça c'est autre chose. D'accord ? Et là, là-dedans, on retrouve des valeurs humaines, des valeurs morales, des valeurs loyales, des valeurs éthiques qui sont je dirais, dans nos gènes. Ça, on l'avait avant de s'occuper de l'écologie. Voyez. Et ça, aujourd'hui, c'est grâce à ça que nous sommes arrivés à obtenir cette évaluation à FAC 26000, donc qui est basée sur l'ISO 26000. Et nous sommes dans une démarche de progrès, nous continuerons. Aujourd'hui, nous allons même faire évoluer cette norme en rajoutant encore de nouvelles, des nouveaux procédés ou des nouvelles actions que nous développons dans l'entreprise. Donc on se donne rendez-vous dans 9 mois pour un 10e prix, on va trouver, non, il n'y a pas de doute. Non, parce que aussi une entreprise engagée, aussi, on respecte aussi les autres adhérents du IDEA Alsace, on leur donne aussi la possibilité, la chance de... C'est bien aimable à vous. Voilà. Ouais. Félicitations. Alors Madame Young, peut-être une petite question. On a vu énormément de très belles initiatives. Pour aller droit au but, comment est-ce que les collectivités, ou plutôt votre collectivité par exemple, peut continuer à encourager ce modèle durable, peut-être par le biais, je ne sais pas, des marchés publics ou que sais-je. Enfin, ça, c'est vraiment vous la spécialiste. Dites-moi ce que vous en pensez. Eh bien, toute cette démarche de développement durable est inscrite dans une volonté politique de fond. D'abord, il y a eu la création d'une commission liée à l'environnement et à l'habitat pour promouvoir l'efficacité énergétique, le développement durable. On l'a inscrit dans un certain nombre de nos actions. On a notamment mis en œuvre, je ne vais pas lister tout parce que ça va être assez long, mais simplement dans le domaine économique, on donne une prime spéciale pour les entreprises qui embauchent, qui ont des pratiques en matière de développement durable sont davantage aidées que les autres. Une entreprise présentait tout à l'heure son audit environnemental qui a été réalisé. Nous finançons, nous accompagnons ce type d'audits qui peuvent être menés au sein des entreprises. Outre les démarches vers les entreprises, nous finançons aussi de l'information, de la promotion vers du développement durable, vers de meilleures pratiques en matière d'efficacité énergétique. À mon tour de saluer le primé GDS et puis Bernard Zell de RDS
l'ensemble des énergéticiens qui sont très mobilisés et engagés dans ces démarches de diversification de production énergétique, mais aussi de mobilisation de certains moyens et d'encouragement pour diminuer les consommations d'énergie. Un autre axe de travail est également orienté vers l'achat public. Nous animons un club des acheteurs publics qui réunit l'ensemble des acheteurs de collectivités, quelle que soit leur taille, pour introduire des critères nouveaux dans les appels d'offres qui peuvent tenir compte de notions de bilan carbone, qui peuvent tenir compte également de notions de circuits courts que nous encourageons à travers non seulement les achats durables, mais aussi des démarches vers le secteur agricole. Enfin, je crois qu'il y a globalement, à travers l'ensemble de ces volontés, un programme Énergie Vie Info que nous cofinançons, et je salue l'ADEME qui promeut l'ensemble de ces démarches. Et puis, last but not least, nous finançons aussi les acteurs qui en assurent la promotion. ID Alsace, par exemple, fait partie des structures que nous accompagnons pour la réalisation de ces programmes. Ce sont là quelques exemples, mais ce n'est pas une liste à la Prévert. Merci beaucoup. Une question qui me turlupine quand même. Qu'est-ce que vous allez nous inventer pour l'avenir? Comment est-ce que vous allez réussir à aller encore plus loin? Déjà, tout ce qu'on fait, ça a été dit dans le reportage, tout est transposable dans n'importe quelle entreprise. Toutes les actions qu'on mène, donc on ne fait que respecter un référentiel de l'AFNOR, hein, touchant les 3 piliers du développement durable, donc, mais on est complet. Hein, dans chaque pilier, on ne fait pas qu'en partie une chose. Vous voyez, il faut être vraiment complet dans chaque pilier. Et la mise en œuvre de tout ça, c'est notre comportement, notre attitude, ça le retrouve dans la responsabilité sociétale. Je profite comme j'ai le micro parce que j'ai une pensée à ce moment même où je suis sur le podium. On a une pensée pour le président Andreas Zeller qui nous a remis le premier trophée en 2007. Le président Zeller a visité notre entreprise. Lorsqu'il est parti, il a dit à ses collaborateurs, ses entreprises, il faut l'aider. On a reçu une aide du conseil régional, que je remercie. Et depuis, nous avons été accompagnés dans toutes les actions. Je voudrais également remercier M. Liverneau de l'ADEME, qui nous a aidés aussi dans le bilan carbone et également dans le bilan biodiversité. Je remercie l'Agence de l'eau qui nous a aidés sur tous les investissements liés à la rétention des sols, à l'épuration des eaux. Tout ce qui est réseau d'assainissement, sol. Et tous les partenaires et surtout à toutes les personnes ici présentes qui me connaissent, qui nous connaissent, et qui étaient déjà dans notre entreprise. Voilà, à vous toutes et à vous tous ici présents, on dédie ce trophée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Frédéric Fitch veut nous dire encore un petit mot avant de laisser la conclusion à Madame Young. Éventuellement. Alors, je vais vous laisser mon micro. Merci. Très brièvement, pour qu'on puisse aller tous manger après ces trophées, je voulais signaler aussi et remercier un nouveau partenariat qui s'est mis en place tout récemment avec la Maison de l'Artisanat à Colmar. Et donc, Michel Schmitt en est un exemple là, d'un partenariat ID Alsace pour essayer de travailler plus avec les artisans. On en est très heureux. Voilà, que entreprises, artisans et autres, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez voir Christine, me voir moi, tous les salariés ID Alsace qui sont là aujourd'hui si vous voulez rejoindre le réseau. Et d'ailleurs, à ce propos, je remercie aussi l'équipe ID Alsace qui a préparé cette remise de trophée et le forum avec tous nos partenaires. Depuis, on a une quinzaine de partenaires qui travaillent avec nous depuis à peu près 6 mois pour préparer cet événement, cette journée. Merci à eux. Alors, si le mot de la conclusion m'appartient, j'aimerais féliciter et remercier le président d'ID Alsace, Frédéric, qui a monté avec son équipe cette très belle journée. Je crois que j'aimerais féliciter tous les récipiendaires des trophées aujourd'hui, même si pour certains, c'est des beaux bébés qui arrivent tous les 9 mois. Je crois qu'il y a à travers l'engagement qui récompense toutes ces sociétés
une volonté importante de mettre en œuvre les pratiques que vous promouvez au sein d'Idéalsace à travers les pratiques de développement durable. Je crois qu'à travers les exemples qui nous ont été montrés, que le jury a retenu aujourd'hui, on a salué des sociétés qui mesurent l'efficacité non seulement à travers un EBITDA ou un résultat net, mais aussi à travers des pratiques sociales, environnementales et durables qu'on peut là aussi retrouver dans une responsabilité d'entreprise qui se mesure aussi sur des actifs qui ne rentrent pas complètement dans les chiffres de la comptabilité habituelle, mais qui procurent des effets de profitabilité et d'efficacité qui sont des nouveaux actifs qu'il appartient à chacun de mesurer maintenant. Je crois que les approches de développement durable permettent de le faire. Et j'aimerais remercier Idéalsace et saluer et remercier toutes les entreprises qui s'y sont impliquées. Un remerciement également aux membres du jury qui ont planché pour faire un tri et saluer et faire une sélection qui est toujours difficile parce qu'il s'agit d'en repérer certains et de ne pas saluer et respecter l'ensemble des sociétés. J'aimerais également informer et inviter peut-être les entreprises présentes à rejoindre une démarche que nous initions au niveau du Conseil régional à travers la démarche que nous lançons en prolongement de la marque Alsace que nous avons lancée il y a 1 an et demi sur des notions d'excellence Alsace dans lesquelles nous introduisons de nouveaux critères qui sont des démarches volontaires d'entreprise qui tiendront compte de responsabilités, d'engagement, que ce soit envers ses clients, envers ses fournisseurs, de pratiques durables sur les 3 piliers du développement durable, qui procéderont par un audit pour saluer l'engagement des sociétés et à travers ça donner davantage de lisibilité aux sociétés qui s'engagent dans des notions d'efficacité et de durabilité. Cette procédure sera mise en œuvre à partir de l'année prochaine. Soyez attentifs, on reviendra très certainement vers vous avec Idéalsace pour vous inviter à rejoindre cette démarche. Bravo à tous et merci pour l'organisation de cette journée. Merci beaucoup. Alors je pense que les estomacs crient famine, donc ça tombe bien. Profitez-en, n'hésitez pas à aller vous restaurer. Peut-être juste une petite précision quand même. N'oubliez pas, concernant les entreprises qui ont été récompensées, les remettants ainsi que les membres du jury, on va effectuer la traditionnelle photo. Donc rapprochez-vous du podium. Merci, bon appétit pour les autres et merci pour votre attention.